Alors, il est passé 11 heures. Bonjour à tous. Ici Véronique Morin, leader de la pratique en gestion de changement chez Agenda, et il me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de rendez-vous Restons connectés. Très heureuse de vous savoir avec nous. Alors, nous poursuivons toujours le même objectif, de vous partager notre expertise. En regard du contexte, on ne peut plus changeant ces derniers temps, on va en convenir. Alors, on vous propose aujourd'hui une nouvelle série de 6 rencontres sous le thème S'équiper pour une nouvelle normalité. Et cette semaine, on débute par 2 rendez-vous pour prendre le virage numérique. On s'en entend l'expression régulièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? On va le découvrir dans quelques instants avec mes collègues. Tout d'abord, un petit retour sur la formule pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. On débute par une présentation d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on passe au sondage et questions et en fait, on en dissémine aussi quelques-unes en cours de rencontre pour animer le tout. On vous invite à utiliser l'espace Q&R ou Q&A au bas de votre écran afin de nous faire part de vos questions ou de vos commentaires. C'est la meilleure façon d'interagir avec nous. Je vous rappelle que tous vos micros et vos caméras sont désactivés pour une meilleure expérience utilisateur. Et aussi, un petit conseil, fermez un maximum d'applications sur vos appareils pour avoir une meilleure performance de votre outil. Si on n'arrive pas à répondre à vos questions en direct, sachez que c'est pour nous une source d'inspiration pour les prochaines éditions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et aussi, on pourra peut-être le faire à travers d'autres publications. Alors aujourd'hui, pour lancer le bal, je suis accompagnée de collègues qui carburent à l'information, aux nouvelles technologies et à l'innovation. D'abord, Sarah Garneau, chef marketing chez Agenda, et AFI, une des artisanes de l'ombre des Restons connectés, mais aussi la stratège derrière toute la présence numérique de notre organisation, ainsi que Serge Roy, que vous avez pu entendre dans de précédentes éditions, un geek du changement et un veilleur invétéré. Alors bonjour à vous deux. Allô, Véronique. Bonjour tout le monde. Donc, le thème aujourd'hui, on dit bâtir une culture numérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On dit d'une culture qu'elle émerge. Donc, c'est quoi les leviers à utiliser et les comportements à encourager pour le faire? Sarah, je te laisse nous éclairer. D'abord, bonjour tout le monde. Vraiment contente d'être avec vous, d'être de retour avec les rendez-vous Restons connectés. Ce matin, on a envie de jaser avec vous de culture numérique, mais avant de parler de culture numérique, on se disait, si on définissait ensemble, c'était quoi une transformation numérique? Hein? Parce que ça fait déjà 10-15 ans qu'on entend le mot transformation numérique. C'est un peu comme un buzzword des fois, puis ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Hein? Souvent, initialement, on associait la transformation numérique justement au marketing. Moi, je suis une entreprise numérique, j'ai un site web, j'ai une participation dans les réseaux sociaux, on va associer ça aux données clients, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont dire, la transformation numérique, ça appartient au TI. Hein. C'est seulement associé au déploiement d'une technologie dans une organisation. Fait que même s'il n'y a pas juste une bonne définition de la transformation numérique, c'est tout sauf quelque chose qui appartient à un seul département ou encore juste un projet. La transformation numérique, c'est un peu plus grand que ça. Dans le fond, ça s'inscrit davantage dans un spectre de continuité où on a le désir de rendre les organisations efficaces dans un environnement là, qui est en perpétuel changement continu. Si Excusez-moi, je gère aussi les diapos et je me rends compte que j'ai oublié de les changer. Donc, si on voit aussi cette image-là, donc c'est quoi la transformation numérique en ce moment? Donc, si on se ramène à une définition un peu plus précise, on va dire que c'est le remaniement du quotidien d'une entreprise, soit de ses processus, services, produits, en misant sur les technologies émergentes. Donc, ça a un impact vraiment important, ces technologies-là, souvent sur l'expérience client, l'expérience employé, les modèles d'affaires ou l'optimisation des opérations. Donc, souvent, on va parler d'organisations qui ont eu des virages numériques importants ou qui sont bien adaptés justement à ces virages-là, comme l'industrie bancaire, exemple, qui a dû rapidement, utiliser les technologies qui étaient rendues chez les consommateurs, exemple, tout ce qui est mobile, pour adapter des nouveaux services et faire évoluer leur modèle d'affaires, l'expérience employée.
Pourquoi en ce moment la transformation numérique, on en parle beaucoup, c'est qu'avec ce qui vient de se passer dans le contexte actuel, mais on a forcé ce virage-là, des virages très rapides. Avant, on avait des planifications de transfert numérique, ça suivait son train dans les organisations, on voyait des technologies prendre place, des modèles se transformer, mais là, tout d'un coup, avec la pandémie actuelle, ben là, ça arrive un peu directement. Il faut l'adresser rapidement et des technologies qu'on voyait s'en venir en se disant on se prépare à ça, bien, ils arrivent immédiatement. Et le meilleur exemple, bien, c'est l'exemple justement de l'expérience employée. On a toute notre expérience employée s'est toute transformée dans les dernières semaines. C'est rendu, comme on se dit, une nouvelle normalité de travailler à distance. Mais pour des entreprises qui n'étaient pas déjà dans le cloud ou qui n'utilisaient pas des outils collaboratifs déjà, donc ça a été des grandes transformations qui viennent s'inscrire là avec des impacts dans tous les départements. Donc, on va voir rapidement des nouvelles technologies prendre place, arriver plus rapidement en mode grand public, plus accessible pour les organisations. Puis ces technologies-là, bien, il faut se préparer à les recevoir, à les accueillir. Puis c'est pour ça qu'on veut parler d'avoir la bonne culture pour accueillir toutes ces technologies-là qui s'en viennent et qui vont continuer de transformer nos façons de faire. Est-ce que ça fait sens, Véro, pour toi? Ça fait plein de sens, ma chère Sarah. J'ai envie qu'on questionne les gens sur, à leur avis, c'est quoi ces fameuses technologies émergentes qui vont transformer le futur de notre notre environnement de travail? Je viens de soumettre le sondage. On vous a donné quelques choix de réponses. On voulait vous lancer un peu la question pour s'inspirer parce que ça va être le sujet de notre webinaire de jeudi. Mais c'est tout à fait lié à la transformation numérique, bien évidemment. Mais on voulait avoir un peu votre son de cloche. Alors, je vois les résultats qui commencent à entrer. C'est assez partagé. N'hésitez pas aussi, on a mis une option autre et on vous invite à aller bonifier dans le question-réponse si jamais le choix que vous auriez envie de nous soumettre ne fait pas partie de la liste. Je vois que l'info nuagique des outils de travail prend vraiment la pôle sur les réponses qui entrent en ce moment. Donc, évidemment, je pense que le virage qu'on a pris dans les dernières semaines n'est pas étranger à ça. Exact, c'est assez normal, Véro, de Pardon? voir. C'est Oui. assez normal de voir ça apparaître parce que c'est ce qu'on vit en ce moment. Exactement. C'est beaucoup plus près de la réalité des gens. Je te dirais que la deuxième position, c'est Nathalie Carey qui serait contente. L'automatisation des processus d'affaires. Hein? Quand même, que les gens voient apparaître. Je vois. Ah, on nous demande que sont les objets connectés? Rapidement, en quelques secondes, pendant que les gens terminent de répondre. Ben, les objets connectés, votre Apple Watch, votre Fitbit, tous des objets, dans le fond, qui s'inscrivent, qui permettent de donner plus de données. Maintenant, c'est tout c'est connecté à différentes plateformes. Ça donne des données sur vos comportements de consommation aussi là-dedans. Excellent. Alors, on a près de 80% des réponses. Je vous partage à l'instant quels sont les résultats. Donc, comme on en a parlé, on n'a pas vu, on n'a pas une grande surprise là, sur le volet de l'info nuagique dans les outils de travail. Mais on voit ensuite les processus d'affaires. Mais sinon, les gens savent bien, intelligence artificielle, réalité virtuelle augmentée. Donc, ça promet pour jeudi. Des choses dont on va discuter, en effet, Véronique, jeudi, pour voir ces technologies-là, comment ils vont s'accélérer justement dans nos environnements. Puis on va voir des choses qu'on avait l'impression qu'on voyait dans des films de science-fiction avant, mais que ça risque d'être pas mal plus près de notre réalité. C'est plus près qu'on le pense. Exact. Super. Alors, je vous laisse poursuivre. C'est gelé, Véronique. Donc, Ah, la présentation est gelée? Bien, ça fait partie de... Et voilà, c'est de retour. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture numérique? Bien, c'est la culture qui favorise la mise en œuvre des stratégies. Pourquoi une appellation aussi large que ça? Bien, écoutez, la culture, c'est ce qui est omniprésent dans les organisations. C'est l'ensemble des petits comportements du quotidien qui font qu'on est capable, effectivement, de travailler ensemble puis de mettre en œuvre ces stratégies-là. Ce qu'on remarque, c'est que une culture numérique est à la fois faite d'un rêve et d'un plan. On ne croit pas que les cultures numériques sont celles qui sont seulement descendantes dans les organisations. On va le revoir un petit peu plus loin tout à l'heure. Prochaine diapo.
qu'est-ce qu'une culture numérique? Mais c'est l'ensemble des chaînes de pensée puis d'action collective. Je le disais, c'est les petits gestes du quotidien. C'est ce qui fait qu'on pense puis qu'on agit comme on agit collectivement. Ça part des individus, mais ça s'apprécie dans l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisation. Une culture numérique, mais ça comprend aussi un langage, une certaine compréhension de ce que sont les technologies numériques pour pouvoir en tirer les bénéfices. Et les technologies, les cultures numériques carburent aussi à tout ce qui est intangible. Quand on parle d'intangible, on va parler de propriété intellectuelle, de brevets et de toutes ces choses-là. Et on remarque que dans les organisations, ça constitue beaucoup de ce qui crée la valeur. Alors, la culture numérique, c'est ce qui tient ça, tout ça ensemble. La culture émerge, elle est le produit du comportement répétitif et constant. On entend de plus en plus parler des gestes du quotidien, des micro-gestes, des décisions vraiment axées sur du travail itératif, que ce soit en équipe, que ce soit en équipe de gestion, en équipe de travail, etc. La culture numérique, ça ne saurait pas juste émerger du haut de l'organisation, comme on le mentionnait. On remarque que les organisations qui carburent vraiment au numérique sont celles qui ont fait de cette culture-là un sujet puis une conversation constante dans l'organisation à tous les niveaux, et puis ça transcende les frontières. La culture numérique, c'est ce qui reste quand le boss sort de la pièce. Si elle n'était pas émergente, cette culture-là, ça créerait une culture qui est plus attentiste où, par exemple, les gens seraient en mode attente d'être dirigés, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, des décisions qu'ils doivent prendre. La culture numérique, on la voit de plus en plus comme étant ancrée dans le milieu, c'est-à-dire qu'elle est communautaire. Le concept de communauté est au cœur, que ce soit une communauté de travail, une communauté d'intérêt, de réflexion, d'apprentissage, de pratique. La gestion des communautés est au cœur vraiment de tout ça. Quand on regarde maintenant les valeurs au niveau de la culture numérique, on remarque que certaines de ces valeurs-là, qui sont au cœur des organisations, ont trait à l'impact, le désir d'avoir de l'impact, de vouloir de l'impact, la vélocité, l'agilité, l'ouverture d'esprit, l'autonomie orchestrée, et bien entendu, le fait d'avoir une zone franche et sécuritaire pour interagir dans tout ça. Et il y a un élément qui ressort aussi dans ce qui est écrit présentement aussi depuis quelques années. C'est l'élément d'organisation qui est au cœur de tout ça, c'est l'équipe. Et l'équipe, c'est pas étranger au fait que bien les organisations ont déployé Teams aussi dernièrement dans un mode vraiment express. Pour ceux qui sont en transition, dans Teams ou dans d'autres technologies, par rapport à Teams, vous allez voir le site de Microsoft, vous allez voir. Et il y a à peu près un an, au mois de mai l'année passée, Harvard Business Review dédiait justement un numéro spécial sur le pouvoir des équipes cachées dans les organisations. Et il déterminait avec une étude approfondie que juste le fait de faire partie d'une équipe créait 2 fois plus de gens totalement engagés dans une organisation. Il y a une autre étude qui montrait que dans connectant les bonnes personnes, donc restons connectés, connecter les bonnes personnes, accroît l'agilité dans les organisations de 25 %. C'est des chiffres qui sont absolument impressionnants, mais qui sont de plus en plus, je dis, regardés et étudiés avec sérieux, qui déterminent puis qui balisent un peu l'aventure que les gens, puis que vous pouvez vivre aussi dans vos organisations. Maintenant, quand on regarde les pratiques à adopter en fonction de ça, on va regarder beaucoup les pratiques en termes de collaboration, bien entendu. Mais avant de regarder tout ça, l'ensemble de ce qui est présenté comme pratique repose, comme je viens de le mentionner, beaucoup sur des données. Donc, les décisions basées sur les données, que ce soit en matière de collaboration, que ce soit en matière d'expérimentation ou de veille à l'innovation technologique. Et tout ça devrait venir nourrir cette quête de sens-là que les gens ont besoin de nourrir dans les organisations qui sont de plus en plus complexes dans le contexte actuel. Des exemples très concrets de pratiques là, qui peuvent vous aider à accélérer, qui sont encore là basés sur des études sérieuses, en identifiant le bon 3 % des bonnes personnes pour effectuer une transformation. C'est comme si on avait déjà gagné près de 90 % à la cause, que ce soit une transformation numérique, le déploiement d'une technologie, un changement important.
90% avec le bon 3%. Et ça, c'est ressorti dans les dernières années. Ce sont généralement des gens vers lesquels on se retourne quand on a besoin d'expertise, de soutien, qui sont compétents, qui sont disponibles. Alors ça, c'est un réel accélérateur. Et pour obtenir la même pénétration dans les organisations en termes de résultats, ce que cette étude-là démontre aussi, c'est que ça prendrait 4 fois plus de gestionnaires qu'il y en a actuellement pour avoir le même niveau de résultat. Donc, l'analyse de réseau organisationnel et les sondages éclairs justement sur l'engagement dans les organisations sont des outils justement de mesure puis d'analyse qui sont de plus en plus utilisés. Autant d'un point de vue externe, on mise sur l'intelligence client, mais de plus en plus dans les organisations, on va miser sur des outils comme ceux-là pour éclairer les décisions, faire en sorte qu'on peut à ce moment-là nourrir une expérience employée qui va aider justement dans la transformation numérique à développer cette culture-là et partager dans le fond les leviers qui permettent d'exceller. Excellent. J'ai envie, on parle de beaucoup de culture numérique, mais on a envie de vous questionner sur qu'est-ce que vous en pensez dans votre organisation? Hein? Ça a l'air de quoi la culture numérique chez vous? Est-ce que votre organisation, elle en a une, culture numérique? Est-ce que vous avez tous les éléments clés pour faire émerger cette culture-là chez vous? Ou vous êtes un peu loin de cet environnement-là? On vous a partagé quelques concepts là, déjà, mais on avait envie de vous entendre à ce moment-ci, puis de voir quel est le portrait des organisations dans lesquelles vous êtes en ce moment. Donc, ça va rapidement. Votre guess, mes amis, ce serait quoi? Qu'est-ce qui va sortir, vous pensez? Mais je pense que des fois, les gens pensent qu'ils ont une culture numérique parce qu'ils utilisent une technologie, tu sais, comme ça se limite à ça. Puis ils disent, ah ouais, mais chez nous, on est rendu avec Teams, Office 365, on a une culture numérique. Ça va bien au-delà de la technologie. Donc, ça se va dans les comportements, puis qu'est-ce qui se répète. Hein? Serge le disait, c'est pas juste les leaders, c'est les employés, c'est tout le monde qui adopte ça. Donc, des fois, il y a un peu, les gens ont un peu une erreur, pas une erreur, mais ils ont une mauvaise perception de où ils sont rendus parce que justement, ils utilisent certaines technologies. Mais de voir que ça se retrouve quelque part dans le milieu avec les derniers virages qu'on a faits, c'est pas surprenant là, dans les résultats non plus. Mais non, hein, on voit clairement que la tendance est, je pense que les gens réalisent qu'ils ont les éléments clés pour la faire émerger. Probablement que les dernières semaines ne sont pas étrangères à ça, à savoir comment les organisations ont réagi à ce contexte-là. Par contre, on voit que ceux qui en ont une et ceux qui se considèrent loin sont presque ex aequo. Alors, on a notre 40 là, qui se sépare entre ces deux pôles-là, même bien que la tendance soit au centre. Ah, puis des fois aussi, là-dedans, il y a peut-être des organisations qui, selon les profils des gens qui participent aujourd'hui, des fois, il y a des organisations qui sont nées du numérique, là, qui sont basées sur des nouvelles technologies. Donc, la culture est un peu plus facile à faire vivre à cet égard-là, alors qu'une entreprise plus traditionnelle, qui est plus difficile là, à faire son virage, c'est différent aussi. C'est effectivement plus exigeant pour une organisation traditionnelle. Moi, je remarque beaucoup dans ma pratique en gestion de changement parce que ces petits comportements-là, des habitudes du quotidien en termes de transparence, d'ouverture, je dis souvent aussi que la culture numérique, c'est une culture qui est activiste, qui prend action rapidement et tout ça. Puis dans les grosses organisations, souvent, on a beaucoup de processus de validation, on doit aller consulter et tout ça. Puis il y a cette transaction-là, puis cette tension-là qui est à gérer de plus en plus aussi. On le remarque. Tout à fait. Alors, j'ai fait afficher les résultats, donc les gens peuvent constater par eux-mêmes. Là. On a eu un petit switch à la fin, mais on est presque à égalité entre ceux qui considèrent en avoir une et ceux qui se trouvent loin un peu. Donc, voyons dans la suite de votre présentation comment tout notre 60 qui se trouve au centre peut peut-être utiliser les leviers que vous allez présenter pour prendre ce virage-là. Exact, parce que dans le fond, on a parlé de valeurs, on a parlé de pratique, puis des fois, ça a l'air simple, là, puis oui, tu sais, on regarde ça en théorie, c'est bien beau. Dans la pratique, comment on fait vivre ça, c'est autre chose. Puis, on a beau penser que des fois, la culture numérique, on a envie que ça l'émerge, c'est naturel, c'est libre, mais ça demande quand même un cadre. Hein? Il faut quand même donner un cadre pour faciliter cette émergence-là de la culture numérique, puis pour nous permettre de mieux opérer dans un contexte de changement continu, là, parce que ça va vite, donc il faut se donner tous les outils. On va parler des fois de 3, on parle de 14 leviers, dans le fond, pour aider cette émergence-là de la culture numérique.
la nouvelle série S'équiper pour la normalité va pas mal adresser tous ces leviers-là. Aujourd'hui, on va quand même un peu plus se baser sur les essentiels, donc vraiment la base là, de ce que ça prend dans une organisation pour permettre l'émergence d'une culture numérique. Ce qu'on a envie de faire avec vous, c'est au lieu juste de vous dire voici les 5 piliers, qu'est-ce que ça veut dire ces piliers-là, on veut vous amener dans une réflexion. Donc, si vous avez un papier puis un crayon, là, sortez-le pour prendre quelques notes, pour vous amener dans une réflexion qui va pouvoir engendrer des conversations et des échanges aussi avec vos équipes et vos collègues là, pour vraiment bien réfléchir. Puis on va voir si cette réflexion-là ferait changer votre réponse que vous venez de nous donner sur l'état de la situation là, où vous vous retrouvez dans votre organisation en ce moment. Donc, les 5 premiers piliers, là, les 5 leviers, si on veut, essentiels, on va parler de vision du numérique, de leadership, d'agilité, des espaces relationnels, puis aussi du développement des compétences, donc la fameuse culture d'apprentissage dont on a déjà parlé. Si on regarde dans la vision, dans ce qui est la vision du numérique, on l'a dit, hein, il peut y avoir différentes définitions de la transformation numérique, mais il peut y avoir différentes aussi visions ou définitions du numérique à l'intérieur même de l'organisation. Donc, les premières questions qu'il faut se poser, puis que je vous demande de vous poser, c'est ça veut dire quoi le numérique dans votre organisation? Donc, est-ce que les dirigeants ont une compréhension claire et une vision partagée de l'impact des technologies sur les activités de l'organisation? Est-ce que tout le monde dans notre organisation a une compréhension commune de ce que ça veut dire être numérique pour notre entreprise? Est-ce que les gestionnaires comprennent que la transformation numérique signifie ce que ça signifie pour leur propre secteur d'activité? Donc, est-ce que c'est incarné partout dans l'organisation, en fait? Exact. Est-ce que pour nous, aujourd'hui, la définition numérique dans notre organisation, ça peut être vraiment très axé sur le volet collaboratif. Ça peut être très axé aussi sur l'expérience client. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour tout le monde? Est-ce qu'on a une vision là, uniforme de ça à l'intérieur de l'organisation? Donc, ça, c'est une des premières questions qu'il faut se poser. Sarah, si tu me permets de rajouter là-dessus. Je pense qu'un des éléments qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir à changer par rapport à ça. De perspective gestion de changement, tout ce qui est interpellé là, c'est comme oui, on a une compréhension du numérique, mais moi, ça m'interpelle comment comme dirigeant, comme employé, comme gestionnaire. Puis je pense qu'une des façons simples de le faire peut être de dire qu'est-ce qu'on doit commencer à faire qu'on ne faisait pas, qu'est-ce qu'on doit cesser de faire qu'on faisait qui est plus approprié à l'ère du numérique. Et puis, drôlement important en contexte de changement aussi, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire parce que ce sont des repères rassurants dans le changement. Donc, je pense que d'avoir une définition puis une vision claire, ça vient aider aussi dans ces questionnements-là. C'est une première étape, effectivement, essentielle. Le deuxième levier qu'on va regarder, c'est le leadership. Hein. Donc, on va souvent parler dans un contexte de culture numérique où on a un leadership un peu plus inclusif, donc un peu moins hiérarchique. Donc, on va pouvoir donner du pouvoir aux gens aussi, de pouvoir d'agir. Donc, les questions qu'on vous demande de vous poser en ce moment, puis votre réflexion à avoir, c'est est-ce que notre président ou notre leader est un ambassadeur clé du numérique dans l'organisation et qui encourage constamment l'implication individuelle à avoir nos façons de faire puis les comportements. Est-ce que ça, il y a vraiment un endossement du leader de l'organisation là-dedans? On va parler de l'ancrage. Est-ce que l'ancrage d'une culture numérique est un objectif commun de toute l'équipe de direction? Donc, encore une fois, si on a une vision claire, est-ce que tout le monde a le même ancrage et est-ce que tout le monde favorise le même objectif d'adopter une culture numérique? La troisième question qu'on se pose, c'est est-ce que les objectifs et les indicateurs de performance clés en lien avec les initiatives numériques, ils appartiennent qu'à l'équipe de direction, mais qu'ils n'appartiennent pas qu'à l'équipe de direction, mais plutôt qu'ils se reflètent dans toutes les fonctions de l'organisation. Ça aussi, c'est important parce que des fois, il y a des initiatives qui sont propres à un département ou que c'est vraiment juste l'équipe de gestion qui va mener ces initiatives-là, mais c'est important que ça se reflète à travers toute l'organisation. Sarah? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu sur le web, là, mais il y a un expert en transformation numérique qui s'appelle Brian Solis et puis qui a fait un petit sondage sur Twitter il y a quelques semaines puis qui dit qui est en charge de la transformation numérique dans mon organisation? Les gens ont répondu et les résultats étaient mon chef de l'organisation, le président 20%, le chef de la technologie, le CIO 0%, et puis COVID-19 80%. Ça parmi les choix de réponse. Ça voulait tout dire. En tout cas, moi, l'image m'a frappé quand je l'ai vue, je l'ai relayé dans mon réseau, mais je trouvais que ça parlait beaucoup du genre de traction qu'on voit dans les organisations en étant forcé à travailler à distance. Et ça venait
provoquer la culture actuelle à ce moment-là, à prendre un virage numérique qui n'était pas nécessairement toujours confortable, mais qui était nécessaire dans le contexte à ce moment-là. Mais qui veut dire aussi que là, on fait affaire à un contexte avec des facteurs externes, mais qu'il n'y a pas juste un responsable de la culture numérique. Donc, comme on disait au début, c'est pas la responsabilité du département marketing, c'est pas la responsabilité des TI. C'est vraiment une responsabilité partagée là, à travers l'ensemble de l'organisation. Et ça a été un événement de rupture qu'on a pu voir et qui a causé beaucoup de ces changements-là. Donc, quand on vient avec le levier qui est l'agilité, ça aussi, on en parle beaucoup depuis longtemps. Donc, on va se poser des questions. Est-ce que mon organisation, en ce moment, on est rapide puis on prend des décisions là, efficaces puis efficientes en ce qui concerne les nouvelles initiatives numériques? Est-ce qu'on passe notre temps à en parler longtemps ou vraiment on est dans l'action et on agit rapidement? Dans la mesure du possible, est-ce que la prise de décision sur les nouvelles initiatives numériques est déléguée aux équipes de projet plutôt qu'au cadre supérieur? Donc, encore une fois, on donne le pouvoir d'agir, le pouvoir de prendre des décisions dans un certain cadre, mais on donne ce pouvoir-là aux équipes de pouvoir le faire et de pouvoir se tromper rapidement, rectifier le tir, etc. Donc, est-ce qu'on travaille sur une base d'expérimentation en apprenant en mode continu et en rectifiant rapidement les orientations pour répondre aux besoins internes et externes? Donc, il y a une réflexion à avoir sur ces 3 points-là, vraiment pour établir si vous avez une culture numérique ou pas. On va parler des espaces relationnels. Donc, les espaces, là, on veut transformer les espaces pour supporter l'émergence d'une culture numérique. Donc, on veut améliorer la collaboration, améliorer ce rythme-là, la cadence aussi, puis s'assurer d'une certaine transparence. Donc, la réflexion qu'on vous demande d'avoir ici, c'est est-ce que vos espaces de travail physiques et virtuels, formels et informels, favorisent la collaboration actuellement? Est-ce que l'utilisation des espaces relationnels pour ancrer votre vision numérique et informer les collègues est-ce que, excusez-moi, vous utilisez des espaces relationnels pour ancrer votre vision numérique et informer là, tout le monde des progrès et des résultats? Donc, l'aspect un peu de transparence aussi ici. Puis, est-ce que vous utilisez des technologies pour améliorer l'expérience employée au quotidien? Donc, on a vu avec le virage, il y a plein de nouvelles technologies qui sont apparues. Est-ce que ça a été bien mis en place? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que c'est bien utilisé aussi? Sarah, un des aspects, moi, que je remarque beaucoup dans les espaces relationnels à l'ère du numérique, c'est que ces espaces-là ne connaissent pas les frontières dans les organisations, sont de plus en plus ouverts, puis dans une culture qui est de plus en plus activiste, bien, ça n'a pas d'importance qui prend le lead de trouver un problème pour le soulever, que quelqu'un d'autre va prendre en charge, qui va monter une équipe transversale sans demander la permission au boss, puis qu'ils vont faire quelque chose avec, puis ils vont régler le problème. Ça, c'est une culture activiste. C'est très relié aux espaces relationnels, mais ça prend un leadership qui légitime ça. Puis des comportements très concrets, comme moi, je mentionne souvent en questionnement dans les organisations quand je fais des projets en gestion de changement, entre autres avec Office 365. Est-ce que vous documentez pour partager ou est-ce que vous documentez pour vous protéger? Des fois, dans les grandes organisations, les gens documentent, ils ont des courriels, ils ont des CC, ils ont tout ça pour s'assurer que si jamais il y a une décision qui est prise, ils peuvent défendre leur posture plutôt que de défendre les résultats qu'ils visent à avoir. Et ça interpelle, bien entendu, le fait d'avoir un espace franc et sécuritaire, comme on mentionnait, où on peut effectivement, dans les espaces relationnels, se sentir c'est pas sentir son intégrité mise en jeu, mais être capable de contribuer pleinement dans son individualité et en fonction des objectifs de l'équipe ou de ce qui est en travail présentement. C'est le fameux safe space qu'on a parlé dans les Oui, précédents effectivement, webinaires. c'est tellement essentiel. Ça repose sur la confiance, mais c'est des petits gestes du quotidien qui vont créer ça dans la durée. Puis ça prend un petit geste pour en détruire pour une bonne partie, puis un certain temps de cette confiance-là. Et là-dessus, tout le monde peut y contribuer. C'est pas parce que les leaders sont des fois là, des fois moins là, que l'équipe ou les communautés ne peuvent pas se prendre en charge. Mais les leaders ont quand même un très grand impact sur le fait de légitimer ça ou, au contraire, des fois, en voulant intervenir trop, des fois, vont modifier un peu l'expérimentation ou ce qui se passe en termes d'établissement de cette confiance-là. Donc, on remarque que les leaders, souvent, qui réussissent bien, sont ceux qui observent, qui interpellent l'équipe à prendre charge plutôt que de dire quoi faire ou de diriger le jeu. Puis dans les équipes qui sont dans la culture numérique, qui sont matures, les gestionnaires peuvent rentrer dans une réunion n'importe quand, puis ça ne cause pas de problème, ça ne cause pas de mauvais émoi ou je dirais, de malaise en tant que tel. C'est perçu plutôt comme étant un intérêt envers ce qui se passe et
c'est nettement favorablement accueilli. Ça démontre bien, Serge, aussi de dire que c'est pas tout de mettre les espaces en place ou d'avoir les bonnes technologies, c'est de développer les bons comportements aussi, puis de donner, Oui. tu sais, on va dire walk the walk, talk the talk. Donc, si tu dis je veux une culture numérique, je mets les outils en place, mais demain matin, je ne commencerai pas à faire de la microgestion. Il faut que je laisse l'espace aux gens. Il faut que je m'assure aussi de cet espace-là de collaboration où que les gens se sentent sécures et prêts à partager, là, encourager cette transparence-là. Puis tu marques un élément clé, c'est que dans ces espaces-là, il faut les animer vraiment pour modeler ces comportements-là. Vous seriez surpris de voir que des entreprises qui déploient Teams, par exemple, puis ils vont pas dedans, ils attendent la prochaine réunion. Puis quand on déploie ça, moi, dans certains de ces contextes-là, je suis animateur de communauté, alors un des gestes que je fais, c'est d'interpeller les gens à le faire, de trouver toutes sortes de façons, on va faire des petits nudges, des petites façons de créer le changement, puis de créer le mouvement d'une façon ludique, mais qui fait en sorte que les gens prennent place dans ces espaces-là, puis prennent un risque interpersonnel, justement, de se dévoiler davantage, mais tout en préservant la sécurité. Fait que la prise de risque interpersonnel, elle est au cœur de tout ça dans les espaces relationnels pour développer cette culture numérique-là. Si on ne prend pas un risque interpersonnel, on reste dans notre espace de confort, mais à ce moment-là, on n'avance pas non plus. Donc, si on regarde maintenant notre dernier levier, qui est le développement des compétences, qui n'est pas le moindre, hein? Donc, vous posez des questions dans l'organisation, les 3 questions ou réflexions qu'on vous demande d'avoir en ce moment pour statuer où vous en êtes. Donc, c'est est-ce que nous avons clairement identifié les compétences clés, les talents nécessaires pour mettre en œuvre la vision numérique? Parce que ça demande des fois des compétences qui sont un peu différentes. Est-ce que nous utilisons une variété d'outils et d'approches pour répondre aux différents profils d'apprenants puis tirer profit des progrès des technologies éducatives? Donc, on a maintenant plein de technologies qui nous permettent d'avoir différents formats au niveau là, des formations et de l'acquisition d'apprentissage. Donc, est-ce que dans votre organisation, vous avez accès à toutes ces façons d'apprendre-là? Et est-ce que les employés dans votre organisation se responsabilisent et prennent leur développement en main? Ils collaborent avec la direction pour garantir qu'un temps d'apprentissage leur soit accordé. Est-ce que ça, c'est une réalité en ce moment dans votre organisation, vraiment pour encourager là, la fameuse culture d'apprentissage continu qui permet là, de développer des gens? On en a parlé dans d'autres webinaires, mais on va parler du fameux T-shape, donc se donner, oui, des expertises un peu plus spécialisées, un peu plus profondes, mais aussi beaucoup d'expertises variées là, qui peuvent venir compléter et qui peuvent permettre de mieux contribuer là, à l'évolution de l'organisation. Donc ça fait le tour un peu des piliers, là, les leviers essentiels pour faire une place, puis un peu donner une structure là, pour faciliter l'émergence justement de la culture numérique. Puis ce que je suis curieuse de savoir, c'est une fois qu'on s'est posé ces questions-là, est-ce que votre réponse, est-ce que quand vous essayez de répondre à ces questions-là, vous diriez que votre première réponse du début est la même ou vous faites « Ah, finalement, je suis un peu plus en retard que je pensais » ou vraiment, je suis en avance parce que c'est toutes des choses qu'en ce moment, on coche là, rapidement chez nous. Alors, utilisez le question-réponse si vous avez envie de nous partager où vous en êtes par rapport à la question qu'on vous a posée un peu plus tôt. Et en parallèle, mais comme on vient de parler de compétences, ça fait appel aussi au comportement individuel. Donc, on a une dernière question pour vous, à savoir, pour vous, c'est quoi les comportements individuels qui seraient les plus importants avec ce qu'on vient d'entendre de Sarah et de Serge pour contribuer à l'esprit numérique? Est-ce que cette émergence-là de la culture numérique, quels sont les comportements plutôt pour faire émerger cette culture-là? Et vous avez quelques choix de réponse. Et encore une fois, le question-réponse demeure accessible là, si vous avez envie de nous partager une autre idée. Alors, clairement, la curiosité est partie bonne première. Donc, le fameux apprendre, désapprendre, réapprendre, c'est de dire comment on va à chaque jour peut-être apprendre quelque chose de nouveau. J'entendais encore Marie-Pierre la semaine dernière revenir sur son fameux 10 minutes par jour. Ouais. Elle nous l'avait partagé aussi dans les webinaires plus tôt dans la série précédente. Il y a une curiosité sur, c'est ça, hein, on peut s'informer, on a accès à plein d'informations, mais il faut aussi avoir une curiosité là, pratico-pratique. Tu sais, on parle, il y a plein de nouveaux outils, mais il faut que tu acceptes de rentrer dedans, de les essayer, de tester. Donc, ça demande toute cette curiosité-là de comment ça marche, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis on le voit là, de plus en plus là, avec ce qui se passe. Donc, il faut se poser des questions, faire des liens.
ce qui se passe dans le marché, puis pas avoir peur d'utiliser les outils, puis de faire des tests. Là. Ça, c'est sûr que c'est vraiment important. Quand on parle de développement de compétences, on a souvent le réflexe encore de parler de formation, mais apprendre, c'est un geste du quotidien. Ça peut s'inscrire dans le 10 minutes, comme tu disais, Véronique, tantôt. Mais de plus en plus, à l'ère du numérique, on se rend compte aussi que l'apprenant est producteur de contenu puis de sens pour ses collègues. Donc, des environnements comme Slack, comme Teams, comme Office 365 sont des écosystèmes dans lesquels ces interactions-là nourrissent de l'apprentissage et multiplient cet apprentissage-là de façon assez impressionnante pour peu qu'on puisse guider l'aventure puis aider les gens justement à donner du sens à ça. C'est-à-dire que par moment, il y a des gens qui se sentent en surcharge informationnelle. Fait qu'il y a d'autres comportements développés comme désactiver les notifications, par exemple, pour arrêter de s'étourdir et aller chercher l'information qu'on a besoin quand on en a besoin plutôt que d'avoir l'impression qu'on doit tout lire, par exemple. Mais il y a un repositionnement complet des fonctions formation aussi dans les organisations pour stimuler l'apprentissage sous ces formes et non seulement dans des événements formatés qui demeurent importants mais qui sont plus juste non seulement l'essentiel de cet apprentissage-là. Moi, ce que je vois dans les résultats aussi, Véro, je vais expliquer, je vois Vas-y. le langage technologique commun qui est seulement à 3 %, mais on a eu une bonne conversation quand même hier ou avant-hier sur le sujet qu'on disait, mais c'est quand même important d'avoir un intérêt pour les technologies puis être capable de s'approprier aussi le langage technologique puis que ça d'avoir un volet un peu plus le commun entre les gens pour ça, parce que c'est essentiel. Là. Donc on le voit plus loin sur la liste, mais il est quand même assez essentiel. Là. Il peut être assez essentiel et j'apporte une nuance qui nous est parvenue du chat qui dit développer la compétence apprendre avec agilité. Alors, je trouve la nuance vraiment intéressante parce que oui, d'apprendre, mais apprendre avec agilité, c'est-à-dire de voir quelle serait la prochaine chose dont je pourrais avoir de besoin ou qui sera d'intérêt. Donc, d'avoir une certaine fluidité aussi dans notre apprentissage. Je sais pas, avant, on prenait des cursus là, sur des mois, voire des années. Maintenant, on est beaucoup plus dans la rapidité, puis de l'agilité, justement, de dire comment on peut passer d'un sujet à l'autre, mais en fonction des besoins qui émergent. Je pense qu'en fait, ça vient avec le fait qu'avant, on voyait la formation comme quelque chose de très linéaire ou de très événementiel. Hein. Ouais. J'ai une formation, j'y vais, je réponds à un besoin. Maintenant, la formation, elle est moins linéaire, elle est plus en mode continu, en mode agile. On utilise parfois, nous autres, dans l'organisation, là, le modèle des traceurs. Donc, qui sautent d'un point à l'autre là, pour être de plus en plus efficace, se rendre à une destination. Donc, c'est un peu la même chose. Apprendre, c'est un petit peu, des fois, aller consulter un site. Après ça, c'est peut-être une formation en classe. Après ça, c'est une capsule de e-learning. En effet, il faut être agile là-dedans. Il faut aller chercher les informations au moment où on en a besoin et non pas dans une continuité là, de développement basé sur un plan linéaire, là, le modèle des escaliers comme avant, si on veut. Tu le dis bien, Sarah. De plus en plus, on remarque que pour apprendre ou développer ses compétences, au lieu de sortir le travailleur de son milieu d'emploi pour réaliser sa formation, on va déplacer la formation pour l'inclure dans le corps de l'emploi, en cours d'emploi, avec des micro-apprentissages qui sont distribués là où il y en a besoin, quand il y en a besoin, qui ont un impact réel. Et là-dessus, quand on parlait d'avoir un certain langage numérique, là, il est très clair que les ressources humaines, les organisations ont à continuer à développer ce langage-là parce que tout ce qui est analytique poussé au niveau clientèle, on en a à peine effleuré un peu tantôt avec l'analyse des réseaux organisationnels, mais pensez à tous les outils de sondage aussi organisationnels qui existent. Il y en a sûrement qui utilisent ou qui connaissent ou qui ont entendu parler d'Office Vibe, mais Office Vibe n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. L'ancien chef des ressources humaines de Google a parti justement une start-up qui s'appelle Humu, qui vise justement à équiper les gestionnaires avec vous avez tel genre d'enjeu en matière d'engagement, là, faites juste ça. Juste ça. Puis ça, c'est scientifique, c'est basé sur des études éprouvées puis des gestes quotidiens qui ont démontré de l'impact là-dessus.
Tout à fait. J'ai présenté pendant qu'on terminait sur ce sujet passionnant, et merci Madame Gauthier de la nuance d'apprendre dans l'agilité, les résultats. Je me Mhm. permets quelques secondes sur les deux qui arrivent tout de suite après là, la fameuse curiosité, la responsabilisation des employés, hein, on l'a dit, chacun doit prendre sa place, et celui que j'aime bien, la collaboration bienveillance, qui fait aussi appel Ouais. à ce fameux espace sécuritaire dont vous avez parlé. Donc, je pense que les gens ont bien saisi et comprennent bien ce qu'on a besoin pour faire émerger une culture numérique. Alors, merci à tous de votre participation dans le sondage. C'est ce qui met fin, 11h40, c'est ce qui met fin à notre webinaire aujourd'hui. Merci, Sarah et Serge. Je suis certaine que votre message a été éclairant pour plus d'un aujourd'hui. Le webinaire, tout comme les précédentes éditions, va être rendu disponible sur le site Restons connectés si vous souhaitez vous y référer plus tard ou y envoyer un collègue. On a vu aujourd'hui ce qu'il fallait pour mettre en place la culture, que la culture prenne le virage du numérique. Bien, pour notre prochain rendez-vous, on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, donc c'est ce jeudi. On va se questionner sur notre capacité à accueillir toutes ces nouvelles technologies. Donc, comment les utiliser pour propulser nos organisations. Alors, en espérant vous y voir nombreux ce jeudi 11h. Merci d'avoir été des nôtres. Toujours un plaisir de vous lire et on vous souhaite une belle journée à tous.